carte de séjour permanente ou un séjour illimité. Alors maintenant, on va voir donc les 5 erreurs à éviter pour éviter d'avoir justement une décision de refus. La première erreur à éviter, c'est au niveau des critères de recevabilité. Un critère de recevabilité, c'est un critère pour lequel la région peut refuser si, par exemple, on ne respecte pas les délais ou autre. Et donc ici, concrètement, si on introduit la demande alors qu'on est en Belgique et qu'on n'a pas encore de séjour, ou qu'on est sous annexe 35 ou encore sous carte orange, eh bien, la demande peut être déclarée irrecevable, donc c'est-à-dire directement refusée. Si on introduit sa demande, par exemple, de renouvellement de carte professionnelle hors délai, si on ne peut pas démontrer qu'on a un accès à la profession, donc ça va vous être aussi expliqué un peu plus tard, et si on a déjà en fait constitué sa société, si on a déjà été nommé administrateur ou si on a déjà commencé à travailler avant d'avoir obtenu la carte professionnelle. Donc ça, c'est très important. Il faut d'abord obtenir les autorisations avant de commencer à exercer. Et c'est très important parce que c'est une cause d'irrecevabilité, en tout cas en région de Bruxelles-Capitale, et une infraction à la législation sociale. Donc vous risquez également des amendes. Alors, au niveau des compétences justement de gestion et les compétences sectorielles, il faut apporter la preuve qu'on a accès à la profession via un diplôme reconnu ou alors une autorisation spécifique pour certaines fonctions réglementées, par exemple pour les médecins, les architectes, les avocats. Et donc, il faut toujours vérifier les exigences du secteur et consulter la liste des professions réglementées en Belgique pour être sûr qu'on a toutes les autorisations requises et surtout ne pas commencer à exercer avant d'avoir reçu cette carte professionnelle qui, du coup, vient vraiment autoriser l'exercice. Alors, l'erreur numéro 2, c'est au niveau du business plan. Donc, il faut pour prévoir un business plan comme Maître Alabi l'a introduit. Ce business plan doit être complet, vraiment réaliste. Et il faut pouvoir démontrer qu'il y a un intérêt économique pour la région ainsi que, en tout cas, une viabilité économique sur le long terme. Un business plan complet, ça veut dire on décrit l'activité, on décrit le rôle en tant que, par exemple, administrateur de société, celui des partenaires. On fait déjà une liste des partenariats, des fournisseurs et des collaborations futures. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on indique sur un business plan par exemple, certains partenariats que en tout état de cause, tout doit être le cas, mais c'est important de se tenir justement à ce business plan pour démontrer que l'activité projetée a bien pu être réalisée et expliquer, si ce n'est pas le cas, les raisons pour lesquelles ça n'a pas pu aboutir. Il faut aussi faire une analyse du marché, donc notamment via les principaux concurrents, les prix pratiqués. Il faut faire une cible des activités, par exemple les segments visés, et voir si la stratégie qu'on a adoptée pour l'entreprise répond à ses besoins. La région va faire vraiment un focus sur le besoin économique de la région, et il y a certaines façons de démontrer que l'activité projetée répond à un besoin économique, notamment en créant de l'emploi, en faisant des investissements utiles, s'il y a des retombées économiques sur d'autres entreprises qui sont situées sur le territoire, si on s'ouvre à l'exportation, si on a une activité innovante ou encore des spécialisations, et enfin s'il y a un intérêt social, culturel, artistique ou sportif. Donc, comme on l'a dit, la demande de carte professionnelle sera refusée si le business plan est incomplet, si le plan financier est trop généraliste, inadapté, irréaliste, ou s'il n'y a pas d'intérêt économique pour la Belgique. On a fait un petit exemple. Si la société prévoit d'acheter des biens en Chine, de les revendre en France et qu'il n'y a aucune transaction qui passe par la Belgique, eh bien, la région va considérer qu'il n'y a pas d'intérêt économique pour la région. Ensuite, l'erreur numéro 3, c'est si le dossier est incomplet. Donc, comme on l'a dit, il faut donc bien compléter son dossier, notamment par l'épreuve de son profil, de ses compétences, la description de l'activité, démontrer l'intérêt économique. Donc, ça, c'est très important. Et ensuite, erreur numéro 4, ne pas respecter les délais et les procédures. Comme on l'a dit, la demande de renouvellement doit être introduite au moins 3 mois avant l'expiration de la carte professionnelle et au moins 2 mois avant. Si on introduit tardivement, la demande peut être refusée. Il faut envoyer via le guichet d'entreprise et donc pas envoyer directement par mail ou par recommander directement à la région, même si on a déjà un contact avec un agent traitant. Si on le fait, c'est irrecevable. Et si on introduit la demande en séjour illégal, on l'a déjà dit également.
L'erreur numéro 5, c'est ignorer les spécificités de chaque région. Donc en Belgique, on a 3 régions, Bruxelles, Wallonie, Flandre, et chaque région a sa réglementation. Il faut vraiment faire attention à chaque réglementation. Il y a en plus eu une réforme fin 2024, donc il faut par ailleurs faire bien attention à cette réforme. Alors rapidement, à Bruxelles, il faut vraiment détailler son plan financier. Il faut apporter des documents de prospection obligatoires et il faut apporter donc, par exemple, la preuve de certains circuits positifs pour l'intérêt économique, par exemple l'amélioration de circuits commerciaux existants. On va rapidement avancer. On peut aussi démontrer qu'on améliore le fonctionnement de certaines entreprises. On peut innover ou créer des emplois. Voilà, donc ça, on l'avait rapidement énoncé. Alors, donc, par rapport à cette activité donc, économique, si l'activité projetée a déjà une offre abondante en région de Bruxelles-Capitale, alors on considérera qu'il n'y a pas d'intérêt, malgré que la personne a déjà ses compétences, peut démontrer qu'il peut investir, a un plan financier réaliste, etc. Donc, c'est très important de faire une analyse du marché pour vérifier l'offre déjà existante, en tout cas en région de Bruxelles-Capitale. En région flamande, il y a une pénurie, il y a une priorité qui est donnée au secteur en pénurie de main-d'œuvre et les qualifications et l'expérience professionnelle sont strictement vérifiées. Pardon. On va faire aussi particulièrement attention en Flandre à la valeur ajoutée innovante, économique, culturelle, artistique et sportive. Et il faut aussi démontrer qu'on est économiquement viable. Il faut aussi montrer qu'on n'a aucun impact négatif sur l'économie et sur le marché de l'emploi. Ne pas constituer aussi une menace pour l'ordre public et la sécurité et respecter les obligations fiscales, la législation sociale, le code des sociétés. En Wallonie, on va devoir justifier un apport économique et social. Il y a une valorisation des projets qui sont durables ou innovants et les partenariats locaux sont recommandés pour renforcer le dossier. Donc, par exemple, on parvient à contracter avec des partenaires wallons. Donc, rappel au niveau du critère général, on l'a bien compris, il y a certains critères qui reviennent régulièrement, donc création d'emplois, investissement utile, retombées économiques, ouverture à l'exportation, activité innovante ou encore spécialisation, intérêt social, culturel, artistique ou sportif. Voilà, donc j'en ai terminé avec les 5 erreurs à éviter. Je vais laisser la parole à Maître Alabi pour les 7 secrets d'un bon dossier. Je devais remettre mon micro. Merci beaucoup. Peut-être, j'ai fait un petit test. Si tu cliques sur lire au-dessus, normalement, ça va se mettre en plein. Et ensuite, pour changer les slides, c'est les petites flèches. Oui. Les petites flèches là. Voilà. Donc, ça veut dire que je ne vois plus la caméra, Elena. C'est pas très grave. Pour ta présentation, je vais laisser comme ça. Ok. Et fais le test avec les flèches pour voir si ça marche chez toi. Ouais, parfait. Ok, top. Voilà. Alors, décidément, cette technologie. Donc, les 7 secrets d'un bon dossier. Eh bien, secret numéro 1, c'est la clarté et la cohérence dans votre projet professionnel. Je vous ai dit, on va beaucoup insister dessus pendant cette masterclass. J'en profite donc pour dire que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre d'ores et déjà dans le chat. Si j'ai l'occasion, ou que Maître Palserman a l'occasion aussi d'y répondre dans la foulée, parce qu'on traite le sujet, on le fera en même temps, et sinon on les traitera à la fin. Donc là, par rapport à cette clarté, cette cohérence dans votre projet professionnel, clairement, c'est avoir de la clarté sur la définition des activités. Donc, le cas qu'on a vraiment régulièrement, c'est les clients qui viennent nous voir et qui disent « Bonjour maître, j'aimerais demander une carte professionnelle. » Et quand je leur dis « Ok, pour faire quelles activités ?» « Ah, je sais pas, peut-être un restaurant, peut-être un car wash, peut-être… » Donc ça, c'est à ne pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est être très, très clair sur ce que vous voulez faire. Et ce que vous voulez faire, c'est ce qui vous fait vibrer, en fait. C'est ce pourquoi vous pensez que vous avez une réelle valeur ajoutée. Ce que vous aimez faire, ce dont la Belgique a besoin et ce pourquoi vous allez être payé. En fait, c'est ces 4 critères que vous devez tenir en considération. Donc, le conseil qu'on donne toujours à nos clients, c'est déjà,
quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Quelle était votre expérience avant? Quels sont vos diplômes? Dans quoi est-ce que vous êtes bon et où vous pensez que vous allez vraiment pouvoir apporter quelque chose? C'est la première chose que vous devez vérifier. La deuxième, c'est vous assurer si par rapport à ces compétences, eh bien, la région dans laquelle vous envisagez d'exercer cette activité en a besoin et de quelle manière, en fait, vous en auriez besoin. Et donc, là aussi, il faut aller faire une étude de marché. Donc là, je vais en profiter pour répondre à la question de Monsieur Bovanga qui demande si on a un modèle de business plan. On ne peut évidemment pas vous donner un modèle de business plan parce qu'ils sont couverts par le secret professionnel. Par contre, si vous tapez sur Google, vous tapez modèle business plan Canva, c'est une méthode pour faire un business plan, vous allez voir qu'en fait, on vous met déjà un certain nombre de points que vous devez clarifier. Et donc, clairement, c'est la présentation de votre offre, le produit, le service. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents et qu'est-ce qui va créer de la valeur pour vos clients et pour le marché? Quels sont les objectifs? Quelle est la stratégie que vous allez développer pour vous faire connaître? Excusez-moi. Quels sont vos concurrents? Parce que typiquement, quand on a des clients qui veulent ouvrir un restaurant et qui veulent ouvrir un énième snack à pita dans la rue près de la Grand Place, on sait que ça ne va pas marcher. Même si vous faites les meilleurs pitas du monde, il y a de fortes chances qu'on vous dise il y en a déjà énormément. Donc, c'est une analyse de la concurrence. C'est vos chiffres. Il faut aller challenger vos chiffres. Et pour ça, il faut vous faire aider. La vraie difficulté, on s'en rend compte aussi, c'est que pour des clients qui n'ont jamais vécu en Belgique ou qui n'ont jamais travaillé comme indépendants en Belgique, on a tendance à sous-estimer la charge fiscale, sociale sur les entreprises. Et donc, quand vous pensez que vous allez faire fortune en vendant tel produit ou tel service, mais n'oubliez pas de compter qu'il y a de la TVA, il y a des impôts, il y a d'autres taxes, cotisations sociales d'indépendants, etc. Et puis, si à un moment donné, vous allez devoir créer de l'emploi, il y aura toutes ces charges que vous allez avoir qui sont sociales, patronales. Donc, ce qui est important aussi, c'est toujours, même si vous pensez avoir l'idée du siècle, c'est d'aller les challenger avec des chiffres et de faire ce qu'on appelle un plan financier sur 3 ans où vous allez vraiment faire une simulation. Tiens, si je vends X produits ou services par mois à ce prix-là, ça va me ramener autant. Voilà où seront mes coûts. Est-ce que je vais faire du bénéfice ou est-ce que je vais être en perte? Donc ça, c'est ça aussi, avoir de la clarté. C'est de la clarté sur ce que vous savez faire et d'avoir de la clarté sur la rentabilité de votre produit ou service, de votre activité et ce qu'elle va pouvoir amener à la région. Et donc, ce qui est évidemment le dernier critère, c'est l'intérêt économique pour la région. Donc ça, en fait, quand on a des clients, c'est la première chose qu'on leur dit, c'est vous réfléchissez d'abord sur ça et ensuite on voit. Et vous écrivez ce plan financier et ce plan, on appelle ça un business plan. Donc, c'est votre modèle économique en fait, avec quoi vous allez gagner de l'argent finalement et qu'est-ce qui va créer de la valeur. Ce qui nous amène du coup au secret numéro 2, c'est que quand vous avez clarifié tout ça et toutes ces idées, ben vous allez l'écrire. Et donc, dans ce business plan, vous allez parler du concept, vous allez parler de la stratégie, vous allez parler de vos clients idéaux, quel est le marché, quels sont vos concurrents, avoir ce plan financier. Donc, le secret numéro 1 et numéro 2 sont très liés. L'idée du 1, c'est déjà de clarifier, de brainstormer avec vous-même tout ce que vous voulez faire et d'être très, très clair et de ne pas vouloir faire une carte professionnelle juste parce que c'est un moyen d'obtenir un séjour en Belgique, mais parce qu'en fait, vous avez vraiment une idée. Vous êtes convaincu de cette idée, vous êtes sûr que vous êtes bon dans ce que vous allez faire, que vous allez créer de la valeur. Et alors, secret numéro 2, vous passez à l'action et vous l'écrivez. Le secret numéro 3, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, c'est quand vous réfléchissez à tout ça, c'est vous demander, OK, quel est l'impact que je vais créer sur l'économie de la région? D'accord? Donc ça, je le souligne, c'est la région dans laquelle vous allez vous installer. Donc, typiquement, Maître Balsorman vous a donné des exemples tout à l'heure, c'est la création d'emplois, c'est l'innovation. Peut-être que vous allez amener un service, alors on a souvent ça dans l'IT, on a souvent des clients qui excellent dans un domaine très, très, très spécifique, l'IA étant assez en vogue pour le moment. Donc, si vous avez une valeur ajoutée parce que vous avez peut-être fait des études à l'étranger dans un domaine très spécifique qu'on n'a pas encore en Belgique, et que vous pouvez amener ces compétences-là, mais on est clairement dans ce critère d'innovation, et c'est les retombées économiques. Donc, si par exemple vous arrivez et vous dites, moi, j'ai la possibilité d'exporter dans telle région tel produit qui est fabriqué en Belgique, ben, il y aura des retombées économiques hyper favorables pour la Belgique parce que vous allez permettre à des fournisseurs ou des producteurs belges de s'exporter sur d'autres marchés auxquels ils n'ont pas encore accès grâce à vos réseaux, grâce à vos compétences. Et donc là, évidemment, il y aura des retombées économiques. Donc là, je vous donne des exemples très, très concrets de comment va s'apprécier l'intérêt économique pour la région. Même chose, si vous allez installer, on a beaucoup de clients qui veulent installer des day shops, des night shops, etc.
Si vous vous installez du côté d'Anderlecht et de la gare du Midi où il y en a déjà 150, ce sera non. Mais si vous faites une étude de marché et que vous vous rendez compte qu'il y a un quartier résidentiel à Bruxelles ou ailleurs, dans lequel il y a énormément de maisons et qu'elles doivent parcourir 10 km avant de trouver le premier supermarché ou le premier restaurant, ben là, bingo, il y a de fortes chances qu'on vous dise oui, parce que vous aurez analysé votre clientèle, vous aurez analysé vos concurrents et vous allez répondre à une demande. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Levez la main si tout le monde a compris cette notion d'impact économique positif pour la région. Top. Et donc, comment on va prouver ça? Déjà avec votre valeur ajoutée, vos diplômes, votre CV, des références, des lettres de recommandation d'anciens clients, d'anciens employeurs. Et alors, le conseil qu'on donne toujours, et ça, on va arriver au secret numéro 4, c'est de prouver que vous avez déjà commencé de la prospection. Donc ça, c'est la dernière ligne du secret numéro 4, mais c'est fournissez un dossier hyper complet. Donc, Maître Palsterman va vous en parler dans quelques minutes. La procédure, elle est longue. Elle est longue par ses étapes, mais elle est longue aussi par sa durée. Parce que, je ne vais pas spoiler ce qu'elle va vous expliquer, mais la région va procéder à une analyse économique de votre dossier. Elle ne va pas se contenter de faire un check de vos documents. Ils vont tout lire et ils vont loin. Donc, si vous dites, par exemple, on a eu ça dans un dossier, un client qui a dit, je vais travailler avec telle et telle entreprise établie sur le territoire de la région. Ils sont d'accord de travailler avec moi, etc. La région a été jusqu'à aller regarder les comptes et bilans de ces entreprises. Et elle s'est rendue compte que l'une de ces entreprises allait être en faillite, que l'autre était déjà en dépôt de bilan. Et forcément, la carte professionnelle a été refusée parce que ces entreprises-là n'étaient pas suffisamment solides et n'allaient pas pouvoir justement ramener une valeur économique. Donc, il ne s'agit pas d'aller demander des lettres de complaisance à vos amis qui ont des magasins et qui vont vous faire ça pour la forme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont tout vérifier. Donc, quand vous déposez un dossier complet, là, je vais être moi-même complète dans l'explication, c'est vous fournissez des preuves solides, vous déposez un dossier complet qui prouve que vous avez vos connaissances de gestion de base, que s'il faut des accès à la profession, vous les avez, que vous avez des diplômes, de l'expérience, mais aussi que vous avez déjà prospecté, que vous avez peut-être déjà trouvé certains clients qui seraient prêts à travailler avec vous. Typiquement, on a beaucoup de consultants parmi nos clients dans l'IT. Eux, ce qu'on leur demande de produire, c'est une convention qui dit qu'ils vont déjà travailler pour l'un ou l'autre gros client. Et dans la convention, il y a une description de la mission. On sait déjà combien ils vont être rémunérés. On sait déjà combien de temps cette mission va durer. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux pour que la région puisse avoir confiance dans votre projet et vous donner la carte professionnelle. Mais par contre, il faut que ce soit vrai. Maître Palsterman a traité avec moi un dossier justement où le client qu'on a eu, en fait, il disait la vérité. Le truc, c'est qu'il passait par une société d'outplacement qui lui avait promis des contrats avec un tel et un tel, et son profil était vraiment bon. Et donc, je vous donne cet exemple pour vous montrer à quel point la région va loin dans ses investigations. Donc, ce client avait dit, voilà, j'ai un contrat avec telle société d'outplacement qui va me placer comme spécialiste IT chez des gros clients belges. Donc, la réponse de base pour la carte pro, c'était évidemment oui. À part que la région a beaucoup traîné pour délivrer la carte professionnelle. Du coup, les clients chez qui il aurait dû être placé, on fait autrement. On travaille avec quelqu'un d'autre. Et donc, le temps qu'il ait sa carte professionnelle, il a travaillé, il a créé de la valeur, mais pas pour ces clients-là. Eh bien, on a eu des difficultés. Je pense même qu'il a obtenu un refus de renouvellement parce que, alors qu'il avait travaillé pour d'autres clients, eh bien, il n'avait pas travaillé pour les clients pour lesquels il avait dit travailler et il n'avait pas actualisé son dossier. Donc, à nouveau, soyez très vigilants et quand vous donnez des preuves, il faut que ces preuves soient sérieuses, qu'elles prouvent un engagement solide et donc ne signez pas des conventions qui vont commencer dans un mois. Vous n'aurez jamais une réponse pour une carte pro dans un mois. C'est juste impossible. Donc, si vous signez des conventions, elles doivent démarrer dans 6 mois minimum. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas perdre le lead. Voilà, ça, c'est vraiment important. Secret numéro 5, c'est respecter les délais et faire un suivi rigoureux de votre dossier. Et là, en fait, le secret numéro 5 et 6 sont assez liés. Donc, le secret numéro 5, en vrai, c'est respecter les délais. Et là, ça veut dire, typiquement, quand vous êtes en séjour légal, vous devez absolument introduire votre demande de carte pro avant l'expiration de votre titre de séjour. Là, je m'adresse aux étudiants, je m'adresse aux personnes sous permis unique qui vont peut-être perdre leur opportunité de travailler comme salarié ou même qui ont envie de se lancer comme indépendant. Vous devez impérativement introduire votre demande de carte pro en comptant, je dirais même 6 mois de délai entre le moment où votre carte de séjour va expirer et la demande où vous introduisez votre demande de carte pro parce qu'on
on va vous l'expliquer après, mais ce n'est pas une procédure en une étape. Il faut d'abord demander la carte professionnelle, puis vous allez devoir demander le changement de statut. Et pour les deux, vous devez toujours être en séjour légal. Donc là, le respect des délais pour la première demande est très important. Si maintenant vous êtes à l'étranger, vous le faites sous forme d'une demande de visa, là, les délais, c'est les vôtres. C'est quand allez-vous commencer votre activité, qu'est-ce que vous avez prévu au niveau de vos engagements éventuels par rapport à vos clients ou à vos fournisseurs. Et dans ce cas-là, votre délai, c'est le délai auquel vous vous êtes engagé et comptez minimum 6 mois entre le moment où vous allez introduire votre demande et le moment où vous aurez une réponse. Et par rapport au renouvellement, là, Maître Palsterman en a parlé tout à l'heure, il y a des délais qui sont contraignants et qui sont de 3 mois sur la région bruxelloise, de 2 mois ailleurs. Si vous introduisez, donc Bruxelles, ils sont devenus très exigeants, si vous introduisez votre demande de renouvellement à 2 mois et demi, alors même qu'il vous reste encore 2 mois et demi, vous pourriez avoir une irrecevabilité. Dans les autres régions, ce qu'ils font, c'est que si vous ne respectez pas ce délai, ils ne vous traitent pas en priorité. On a des clients qui ont déjà attendu 1 an et demi pour avoir une réponse parce qu'ils n'avaient pas respecté les délais. Donc, soyez très, très vigilants sur les délais. Ça, c'est le secret numéro 5. Et le secret numéro 6, c'est effectivement d'assurer un suivi rigoureux de votre dossier. Il ne faut rien lâcher. Si vous vous contentez de le déposer auprès du guichet d'entreprise, qui d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, ne sont pas les meilleurs conseillers, d'accord? Donc, ils ont une obligation légale d'être le bureau quand vous introduisez votre demande en Belgique. C'est le bureau obligatoire par lequel doit passer votre demande. Donc, nous, même si on la prépare pour nos clients, on ne peut pas l'envoyer directement à la région. Sinon, comme Maître Palsterman vous l'a expliqué, c'est irrecevable. On doit passer par le guichet d'entreprise. Le guichet d'entreprise, il est payé 150 €, je pense, aujourd'hui pour traiter votre demande. Mais quand le guichet d'entreprise vous dit « c'est bon, c'est complet », s'il vous plaît, ne prenez pas ça pour argent comptant. Et ne prenez pas les informations qu'ils vous donnent pour argent comptant, avec tout le respect que j'ai pour eux. Ils ne connaissent pas la procédure spécifique de la carte professionnelle et toutes ses implications. Et donc, on a déjà eu des cas où ils ont induit des clients en erreur, notamment en leur disant qu'ils avaient le droit de travailler parce qu'ils avaient déposé une demande de carte professionnelle et qu'ils avaient déjà le droit de commencer leur activité indépendante, alors qu'ils n'avaient pas le droit et ils ont été sanctionnés par la région pour l'avoir fait. Donc, dans le doute, quand vous avez des questions sur une carte pro, vous demandez à un avocat qui est spécialisé. Même les comptables ne savent pas toujours, donc vous demandez à un avocat, même une consultation pour savoir ce que vous pouvez faire ou pas. Et donc, pour revenir, avant d'aborder le secret numéro 7, pour revenir à cette notion de suivi rigoureux, ne vous contentez pas d'introduire votre demande et de la laisser dormir. Je vous l'ai dit, les délais sont très longs. C'est minimum 6 mois. Parfois, quand le dossier est très, très bon, on a des bonnes surprises après 3-4 mois, mais rarement avant. Et si vous n'actualisez pas le dossier régulièrement, donc actualiser, ça veut dire quoi? Vous avez une nouvelle opportunité, vous avez signé un nouveau contrat, vous avez revu vos chiffres, peu importe, vous avez obtenu un nouveau client, un nouveau fournisseur, vous envoyez un complément à la région, vous envoyez des relances régulières. Sinon, votre dossier, il va mettre 1 an et demi avant d'être traité. Donc ça, c'est vraiment important. Et la plupart des régions vont vous envoyer à un moment donné une demande de renseignement complémentaire parce qu'ils vont vouloir, ils ont des formulaires types, ils veulent que vous y répondiez. Répondez-leur dans les délais. Si vous ne répondez pas dans les délais qu'ils vous laissent, ils sont gentils, hein, ils vont vous dire « Ok, on vous laisse plus ». Mais alors, votre dossier, il va passer à la fin du wagon et vous allez attendre beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est un secret qui est très important. Et donc, secret numéro 7, c'est effectivement, faites-vous accompagner. Ce ne sont pas des procédures faciles. Aussi bien la première demande que le renouvellement. Nous, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des comptables qui sont malins, qui connaissent les chiffres et qui savent comment vendre des chiffres à la région. Donc, ils vont faire un plan financier qui tient la route, en tout cas en apparence, qui fait rêver. On va créer un emploi à la fin de l'année 1, on va faire 300 000 € de chiffre d'affaires, on aura X centaines de milliers d'euros de bénéfices au bout des 3 ans. Forcément, la région voit ça. Si votre projet tient la route sur le reste, il y a de fortes chances qu'ils disent oui. Le problème, c'est que si vous ne tenez pas vos engagements et que vous n'atteignez pas les chiffres, et ça on va en parler aussi tout à l'heure, hein, je pense que c'est Maître Palsterman qui va vous l'expliquer dans les conditions de renouvellement, ils ne vont pas vous renouveler. Donc ça ne sert à rien d'obtenir une carte pro, d'avoir un séjour, de faire tous les investissements que vous allez devoir faire, c'est-à-dire, donc on en revient aux experts, si vous créez une société, vous allez avoir besoin d'un notaire qui va vous faire un projet d'article. Vous allez avoir besoin d'un comptable, dans tous les cas, en personne physique ou en société, qui va devoir vous faire un plan financier. S'il vous plaît, prenez un comptable belge. Ne prenez pas un comptable qui ne connaît pas la comptabilité ni la fiscalité belge. Vous allez avoir de très mauvaises surprises. Donc, comptable, notaire. Si vous rentrez comme associé, faites un pacte d'associés, sinon vous risquez aussi d'avoir des gros soucis, surtout si vous investissez de l'argent, etc. Guichet d'entreprise.
Prenez des guichets qui sont agréés, parce que quand ils sont agréés, ils ont une responsabilité légale qui est renforcée. Si vous prenez des petits guichets d'entreprise qui n'ont pas cette agréation, ça n'a aucune validité. Donc, s'ils font des bêtises, bah, c'est sur vous que ça va tomber. Donc, ça, j'aime autant vous dire que c'est pas drôle. Alors, secrétariat social, bah, typiquement, eux, ils vont pouvoir vous conseiller si vous décidez d'engager de la main-d'œuvre. Demandez-leur des simulations. Si dans votre business plan, vous avez prévu de créer de l'emploi, bah, demandez-leur combien ça coûte. Vous allez payer peut-être 50 € cette simulation, mais au moins, vous aurez des chiffres qui sont des chiffres réalistes et qui vous permettront à vous aussi de vous rendre compte si votre projet est réaliste et s'il tient la route. Et bien sûr, un avocat qui va vous aider au moins à constituer le dossier, à vous faire toutes les recommandations, à relire peut-être votre business plan et à vous faire part de son expertise. Donc ça, à tous les niveaux, aussi au niveau de la fiscalité. La fiscalité en Belgique, elle est lourde, elle est difficile à comprendre. Si vous créez une société, c'est intéressant d'avoir un avocat qui vous accompagne en droit des sociétés. Donc, ce que j'essaie de vous dire par là, dans ce secret numéro 7, c'est ne faites pas cette demande tout seul. Parfois, il vaut mieux payer des experts et éviter d'aller trop loin ensuite et que ça vous coûte encore plus en temps, en énergie. Nous, on a des clients, ils lâchent tout. Ils ont une stabilité, ils ont un employeur qui leur fait un permis unique. Il leur reste peut-être 6 mois avant de pouvoir demander le permis unique illimité ou le séjour. Ils sont impatients, ils veulent se mettre comme indépendants, ils ne renouvellent pas leur permis unique. On leur refuse la carte professionnelle ou on leur refuse le renouvellement. On a eu un dossier comme ça. Moi, ça m'a fait mal au ventre. Il était à 4 mois d'obtenir son séjour permanent. Il y a eu le Covid. Il n'avait pas fait un bon dossier. Son comptable n'avait pas très bien fait les choses. Il n'avait pas surveillé. Et il a tout perdu. Il a dû fermer une société dans laquelle il avait investi des centaines de milliers d'euros. Il a perdu sa chance d'avoir un séjour permanent en Belgique. Tout ça parce qu'il n'avait pas été bien conseillé et qu'il n'avait pas fait les choses jusqu'au bout. Donc, soyez très vigilants par rapport à ça. Et je recède la parole à Maître Palstockman. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va voir les 8 étapes de la procédure justement de demande de carte professionnelle. Alors, comme on l'a dit, donc en fait, la première étape, c'est pas vraiment d'introduire la demande, c'est en fait de préparer cette demande en rédigeant un business plan solide et chiffré, ainsi qu'un plan financier avec un comptable. Donc, on le répète, il faut vraiment analyser le marché, établir une stratégie commerciale, de communication, de marketing, établir un plan de développement qui soit sérieux et un plan financier sur 3 ans qui doit être documenté et justifié par un comptable belge. La deuxième étape, ce sera de préparer justement tous ces documents nécessaires. Donc, à nouveau, on vous conseille vraiment très vivement de vous faire accompagner par des personnes qui s'y connaissent pour vraiment avoir un dossier qui soit complet dès le début, avec vos preuves d'identité, de diplôme, de compétences, le fait de compléter le questionnaire qui soit adéquat pour la région, préparer votre business plan, votre plan financier, les preuves de l'intérêt économique et la solvabilité financière. Ensuite, on vous conseille de rédiger un courrier de motivation qui va être complet, qui va venir vraiment apporter une valeur ajoutée par rapport à toute la documentation que vous allez préparer et qui va venir décrire le projet, expliquer donc votre profil, en quoi vous avez une valeur ajoutée pour cette entreprise, les preuves de l'intérêt économique et de votre solvabilité financière. Et enfin, vous allez pouvoir introduire votre demande auprès de la région, donc en étape 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que la région compétente sera la région où vous allez exercer votre activité, avec toujours comme critère principal l'intérêt économique pour la région. Par exemple, si vous avez un siège social qui est situé en Wallonie, par exemple, à votre domicile, mais qu'en fait, vous exercez, par exemple, dans un magasin ou dans une société ou vos chantiers principaux vont être, par exemple, à Bruxelles, puisque l'intérêt économique principal, ce sera pour la région de Bruxelles-Capitale. C'est la région de Bruxelles-Capitale qui sera compétente pour votre carte professionnelle. Donc ça, c'est très important. Et donc, si vous êtes déjà en séjour légal, par exemple, vous êtes étudiant, vous êtes sous permis unique, etc. Là, vous allez vous adresser à un guichet d'entreprise en Belgique pour pouvoir introduire votre demande directement en Belgique. Si vous êtes résident dans votre pays d'origine ou dans un pays de résidence légale, par exemple, vous avez déjà un séjour dans un autre pays de l'Union européenne ou même encore ailleurs, à ce moment-là, vous allez devoir passer par l'ambassade de votre pays de résidence ou d'origine. Ensuite, l'étape 5, ce sera la transmission de la demande par le guichet ou l'ambassade vers la région compétente pour l'examen de votre demande. Donc, ce sera le service carte professionnelle de la région.
L'étape numéro 6, ce sera donc la réponse à des éventuelles demandes de compléments ou des questions de la région. Donc, il peut arriver, comme Maître Elabi l'a dit, que dans certains cas, la région pose certaines questions par rapport justement à l'intérêt économique, etc. Il faut pouvoir y répondre, il faut pouvoir y répondre dans les délais. Et c'est très important, il faut aussi relancer régulièrement la région. Nous, dans notre cas, on vient relancer la région régulièrement en fonction de la sensibilité du dossier. Ça va être plus ou moins tous les mois, toutes les 2 semaines. Si on a des documents complémentaires, on peut aussi les apporter proactivement. L'idée, c'est vraiment de faire un suivi du dossier pour qu'il puisse être traité le plus rapidement possible. Et donc, c'est ça que j'ai déjà un petit peu introduit. Donc, l'étape numéro 7, c'est vraiment un suivi du dossier avec des relances régulières, une actualisation pour des nouveaux éléments qui peuvent prouver l'intérêt économique. Et bien sûr, ça doit être des éléments qui soient pertinents. Donc, comme Maître Elabi l'a dit, en général, il faut compter un délai de plus ou moins 3 à 6 mois pour le traitement d'une première demande de carte professionnelle. Ça, c'est dans le cas où vous assurez un bon suivi de votre dossier, soit par vous-même, soit justement en vous faisant accompagner. Ça peut aller jusqu'à plus d'1 an dans le cas où il n'y a pas de suivi, ou en tout cas pas de suivi qualitatif, ou que votre dossier était incomplet, par exemple, à l'introduction. Et au niveau du renouvellement, on est aussi entre 3 et 6 mois. En fonction des dossiers, il y en a certains qui vont passer un peu plus rapidement que d'autres. Et au plus votre dossier, que ce soit de première demande ou de renouvellement, est complet, au plus vous apportez la preuve que vous remplissez toutes les conditions, au plus rapidement la décision pourra être prise. Et donc, justement, la dernière étape, ce sera la décision finale, donc qui va être envoyée par la région, soit au guichet d'entreprise, à nouveau si le demandeur est en Belgique, soit à l'ambassade si le demandeur est à l'étranger. Si la décision est positive, qu'est-ce qui se passe? Donc, le demandeur qui est à l'étranger doit encore introduire une demande de visa long séjour à l'ambassade en démontrant qu'il a droit au séjour sur base de la carte professionnelle. Et puis, il faut compléter par certains documents relatifs à un visa D. Donc, ça aussi, c'est un dossier qu'il faut préparer. Et ensuite, si la personne est déjà en séjour légal en Belgique, alors à ce moment-là, il vient récupérer sa carte professionnelle au guichet d'entreprise et ensuite, il doit aussi introduire une demande de changement de statut ou éventuellement de renouvellement de séjour s'il a déjà eu son séjour sur base de la carte professionnelle. Mais donc, à nouveau, c'est une demande complémentaire de séjour qui doit être introduite à la commune. Ce n'est pas parce qu'on obtient la carte professionnelle que directement, automatiquement, le séjour est renouvelé. Il faut introduire la demande et notamment démontrer les revenus qu'on perçoit via cette carte professionnelle. En cas de décision de refus, alors il y a un recours possible dans les 30 jours. De nouveau auprès de la région qui a traité la demande, vraiment, c'est un autre service qui va prendre une décision. Et il faut absolument répondre à chaque argument de refus avec des documents probants et des justificatifs. Si, par exemple, un refus est fondé sur le fait que vous n'avez pas la preuve de l'accès à la profession, mais que vous l'avez entre-temps obtenu, à ce moment-là, vous pouvez essayer de faire un recours en apportant cette preuve. Mais donc, c'est important d'introduire le recours si vous avez des arguments à faire valoir contre la décision de refus. Ça ne sert à rien de répéter ce que vous avez déjà expliqué dans votre demande. Il faut vraiment venir argumenter. Et si, malgré ce recours, vous avez de nouveau un nouveau refus, alors vous avez une obligation d'attendre 2 ans avant de réintroduire une nouvelle demande de carte professionnelle et seulement si vous avez... donc vous devez attendre 2 ans pour réintroduire une nouvelle demande de carte professionnelle, sauf si vous introduisez directement avec des nouveaux éléments. Mais par contre, ces nouveaux éléments, vous devez les démontrer. Donc, vous ne pouvez pas apporter, par exemple, après 6 mois ou 1 an, le même dossier de carte professionnelle pour laquelle vous avez eu un refus, avec peut-être quelques modifications. Il faut vraiment justifier ces nouveaux éléments et la région va d'abord analyser si vous avez des nouveaux éléments et s'ils peuvent être acceptés avant d'analyser votre nouvelle carte professionnelle. Donc, c'est super important à nouveau d'introduire une demande qualitative dès le début, pour à nouveau pouvoir répondre à toutes les questions et les demandes de documents complémentaires, parce que si vous risquez un refus, eh bien, vous risquez d'être bloqué pendant quand même 2 ans, ce qui est assez long. Alors maintenant, on va voir les défis majeurs. Je reprends ma présentation pour voir. Je pense que, Emmanuel, tu avais souhaité présenter les défis majeurs. Tout à fait, si c'est OK pour toi. Je te transfère la parole, alors. Alors, merci beaucoup. Peut-être un dernier point je ne pense pas qu'on l'ait mentionné, mais qui me paraît moins important. On a beaucoup insisté sur le respect des délais. Ce qu'on a eu parfois, ce sont des clients qui ont fait une demande de carte professionnelle quand ils étaient en séjour légal sous un autre statut. Le souci qu'ils ont eu, c'est que la région n'a pas répondu
à la demande de carte professionnelle avant la fin de leur séjour. Et donc, ils n'ont pas pu introduire leur demande de changement de statut en Belgique. Donc, si ce cas vous arrive, sachez, c'est pas chouette, mais ne perdez pas de temps, par contre. Parce que l'idée, c'est que nous, quand on conseille nos clients et qui sont comme ça dans une continuité de séjour où ils changent de statut, nous, on a toujours l'optique, on n'a pas que l'optique court terme, on a l'optique moyen terme, long terme. Et évidemment, c'est qu'est-ce qui va se passer en termes de conséquences pour le séjour permanent de notre client quand il voudra demander le séjour permanent après 5 ans. En séjour permanent, le client a droit à une interruption de séjour de maximum 6 mois. D'accord ? Et dans ces interruptions, il peut y avoir un retour dans le pays d'origine, redemander un visa. Plus vous allez attendre, en espérant, donc on a eu des clients, ils ont essayé de se régulariser à partir du territoire, ils ont fait des 9 bis, etc. Le délai de décision était énorme. Finalement, après 8 mois, ils se retrouvent avec un refus. Ils sont quand même obligés de repartir dans leur pays d'origine, de demander un visa. Le problème, c'est que là, ils ont une interruption de 8 mois. Ça remet tous les compteurs à zéro et ils repartent pour 5 ans. Donc, si cette situation, qui n'est pas drôle, nous en convenons, se produit, mais que vous êtes encore dans cette potentielle interruption qui ne dépasserait pas 6 mois, s'il vous plaît, n'attendez pas. Dès qu'on vous donne la carte professionnelle, si entre-temps vous n'êtes plus en séjour légal, vous préparez votre dossier de visa. S'il faut, vous vous faites accompagner par un avocat, mais vous préparez un dossier de visa, vous le faites le plus vite possible. Les délais de délivrance du visa sont assez rapides. Hein. Je pense qu'on est sur quelque chose de l'ordre de 2 ou 3 semaines. Donc, prenez ça comme vacances, plus que comme une contrainte. Allez-y, déposez votre demande de visa. Ils ne vont pas vous dire non, vous avez obtenu la carte pro, vous avez prouvé que toutes les conditions étaient réunies. Le dossier carte pro, d'ailleurs, il est aussi soumis pour info à l'OE, qui va aller vérifier s'il n'y a pas d'objection non plus au niveau séjour, sécurité nationale, etc. Donc, si la carte pro vous est délivrée, il y a très, très peu de risques qu'on vous refuse ensuite le visa. Donc, ne traînez pas, ne gambergez pas, vous y allez pour éviter un souci. Alors, donc, je vais passer maintenant aux défis, hein, qui sont un petit peu un résumé de tout ce qu'on vient de vous dire, mais l'idée, c'est que ce soit bien clair dans votre tête. Donc, les défis principaux. On va distinguer le cas d'une première demande et le cas d'un renouvellement. Donc, dans le cas d'une première demande, les défis majeurs, c'est 1, comprendre les attentes des autorités. On l'a vu, c'est cette question d'intérêt pour la région et aussi de documents et de preuves à fournir. 2, c'est justifier aussi la viabilité économique. Il ne s'agit pas de seulement prouver qu'il y a un intérêt économique pour la région, mais il faut aussi prouver que sur le long terme, votre projet économique, il est viable. Pas que vous allez faire un truc qui va cartonner pendant 1 an et qui va ensuite se casser la figure. Préparez un dossier complet, on l'a vu. Donc, s'il vous plaît, à nouveau, ne vous contentez pas des informations qui sont marquées sur les sites des ambassades, des communes, des régions. Vous allez voir les documents qu'on vous demande. C'est comme si on vous demandait 5 documents et qu'on allait vous dire oui après. Nous, quand on fait des dossiers de carte professionnelle, je pense qu'on demande une trentaine de documents sur les listes qu'on envoie à nos clients. Et du coup, on sait que ça prend du temps. C'est pour ça que c'est important aussi d'anticiper. N'attendez pas 3 mois avant la fin de votre séjour pour voir un avocat et savoir comment faire, parce que ce sont des dossiers qui prennent du temps en termes de préparation. Nous, par exemple, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'ils nous remettent d'abord le business plan et on va le lire. Et on n'est pas spécialiste du business plan, on est bien d'accord. Par contre, on est spécialiste en carte professionnelle et on sait ce qui passe avec la région, on sait ce qui passe pas. Donc, on va faire des recommandations. Si le business plan n'est pas assez détaillé ou complet, on va donner ces recommandations. Mais donc, anticipez. Et comptez minimum 6 mois avant la fin de votre séjour et plus si vous le pouvez pour commencer justement à aller préparer ce dossier. Et ne vous contentez pas à nouveau des informations beaucoup trop succinctes qui se trouvent sur les sites officiels. Allez beaucoup plus loin et tenez compte des recommandations qu'on vous fait aujourd'hui et qui sont vraiment basées sur notre expertise et notre expérience. Respectez les délais, hein, on l'a vu et je viens encore de vous donner un exemple de à quel point c'est important de ne pas traîner et d'anticiper. Parfois, ce qu'on dit même à nos clients, c'est il vaut mieux à la limite, s'il vous manque 2-3 documents, l'introduire quand on est encore dans les temps, parce qu'on sait que de toute façon, ils vont prendre 3 à 6 mois pour répondre et compléter après. Mais évidemment, il faut déjà qu'au niveau business plan, plan financier, ça tienne la route. Mais si après, vous avez déjà fait des premiers contacts et que vous savez que c'est imminent et que vous allez signer, il vaut mieux alors l'introduire plus vite, avec suffisamment de documents, la certitude que vous avez un bon projet, même s'il vous manque des documents, quitte à compléter plus tard. Et alors, le dernier défi, ce sont les délais, évidemment, de décision. Et donc, suivi. N'attendez pas les bras croisés. Soyez vraiment proactifs. Alors, deuxième chose, on l'a dit, c'est lors du renouvellement de la carte professionnelle. Donc là, premier gros défi, c'est de respecter les délais et c'est de bien vérifier. Généralement, il l'indique dans la décision. Mais je vous dis, c'est une législation qui change beaucoup. Là, depuis le 1er octobre à Bruxelles, c'est 3 mois, sinon c'est irrecevable. Donc, le 30 septembre, ça ne l'était pas et ça l'est depuis le 1er octobre. Donc, soyez très attentifs
au délai et anticiper. À nouveau, ce sera de prouver que votre projet est viable et que par rapport à ce que vous avez annoncé, vous avez tenu vos délais. Toujours cette histoire de dossier complet. En fait, nous, on se rend compte que quand ils examinent une demande de renouvellement, ils l'examinent comme si c'était une première demande, dans le sens où en termes de documents, d'exigences, ils veulent la même chose et forcément, ils veulent des choses en plus. Donc, ce qu'on va vous demander, par exemple, lors du renouvellement, c'est de prouver que vous avez respecté vos obligations sociales, fiscales. Donc, il faudra prouver des preuves que vous payez la TVA, que vous payez vos impôts, que vous rentrez vos déclarations dans les temps, etc. Donc, tout ça, ça devra faire partie du dossier. D'accord ? Et par ailleurs, il y aura toujours ce suivi régulier parce que, de nouveau, le problème dans le renouvellement qu'on a aussi, c'est que quand une personne fait une demande de renouvellement, elle va juste demander le renouvellement de sa carte pro, d'accord ? Mais ensuite, si sa carte de séjour arrive à expiration et que la demande de renouvellement du séjour n'a pas été introduite en séjour légal, la personne va aussi avoir un refus de renouvellement parce que la loi de 80 sur le séjour impose de toujours demander un renouvellement de séjour avant la fin du séjour précédent. Cependant, les communes refusent d'acter une demande de renouvellement de séjour basée sur une carte professionnelle si on ne dépose pas un dossier complet qui inclut du coup la nouvelle carte professionnelle. Vous voyez, donc parfois, on se retrouve dans des situations absurdes où le renouvellement de la carte professionnelle arrive beaucoup trop tard. Du coup, le client se retrouve avec une carte de séjour qui est expirée. On a eu le cas récemment, il est obligé de repartir dans son pays faire une demande, ou bien s'il est dispensé de visa, de repartir, d'attendre 90 jours, de refaire une déclaration d'arrivée et de demander alors un changement de statut sous séjour valable. Mais il faut de toute façon être en séjour valable au moment où vous demandez de renouveler votre séjour sur base d'une carte pro. Donc faites attention au délai. Et comme je le disais justement, donc déjà, si la carte professionnelle n'est pas renouvelée avant l'expiration de la précédente, de faire attention à une chose, c'est que vous n'avez plus le droit de poursuivre votre activité jusqu'à la décision. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça veut dire aussi que si vous avez une société, que vous êtes tout seul dans cette société, en théorie, vous n'avez plus le droit de faire fonctionner cette société. Donc faites attention à ça. Vous êtes censé suspendre vos activités, d'où vraiment l'importance d'être prudent, d'être vigilant et d'introduire la demande de renouvellement dans les temps. Et puis aussi, c'est le cas que je vous ai expliqué, vous ne pourrez plus renouveler votre carte A si elle est expirée au moment où on vous renouvelle votre carte professionnelle. Alors, l'autre défi en carte professionnelle, j'en ai parlé aussi, clairement, c'est les attentes des autorités, c'est avoir atteint les objectifs du plan financier et du business plan. Donc là, on va voir les nouveaux critères, mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, si votre comptable vous fait un plan financier extraordinaire qui donne trop envie, mais qu'en fait, vous n'atteignez pas les objectifs que vous aviez fixés et qu'en fait, vous aviez dit que vous alliez faire 100 000 € à la fin de l'année 1, mais que vous en faites 20 000, à moins de pouvoir vraiment le justifier avec des choses qui sont très, très claires et qui sont plausibles, vous risquez d'avoir un refus de renouvellement. Alors là, on va faire un petit focus. On vous a dit tout à l'heure que Bruxelles et la Flandre avaient maintenant des critères pour définir ce qu'est l'intérêt économique et ils ont aussi des critères pour renouveler les cartes professionnelles. Donc sur Bruxelles, en gros, déjà, il faut que les activités fassent du bénéfice. D'accord ? Donc, si vous êtes en perte, il y a de fortes chances que déjà ça leur pose un problème et qu'il y ait les voyants rouges qui s'allument, sauf si vous démontrez que cette perte est liée à des investissements. Donc, si par exemple, vous faites une perte parce que vous venez d'investir dans une unité de production avec des machines qui vont vous permettre de fabriquer vous-même, que grâce à ces machines, vous allez créer de l'emploi, etc., et que vous pouvez prouver tout ça, ou que vous avez fait un investissement immobilier pour mettre vos locaux, etc., là, la perte sera acceptée parce qu'elle sera justifiée par des investissements que vous aurez faits pour contribuer au développement économique et à la réussite future de votre entreprise. Alors, il y a un deuxième aspect, c'est que ça vaut aussi bien d'ailleurs pour la première demande que pour le renouvellement. La région va toujours vérifier que vous avez assez de revenus pour pouvoir subvenir à vos besoins et vivre au-dessus du seuil de pauvreté pendant votre séjour en Belgique. Donc, vous devez toujours aussi vous assurer, que vous soyez en personne physique ou en société, de vous garantir un salaire suffisant qui en fait sera supérieur à ce que vous auriez si vous alliez demander l'aide du CPS. En gros, ça c'est le salaire minimum. Mais si maintenant vous avez une famille qui est venue en regroupement familial, qui a bénéficié du regroupement familial grâce à votre statut d'indépendant, là l'exigence de salaire, elle est encore plus élevée parce que là on est alors dans l'exigence du salaire du regroupement familial qui d'ailleurs, pour information, depuis quelques jours, a encore été indexé. Et là, on est à 2131, je pense, de mémoire et des poussières. Donc, on est passé de 2089 à 2131. Donc, si vous êtes indépendant et que votre famille
ou vous avez l'intention en tout cas de faire venir votre famille en regroupement familial, la condition de revenu, c'est de prévoir, et ça c'est une discussion que vous devez avoir avec votre comptable, il faut faire en sorte qu'après paiement de vos cotisations sociales, après déduction de vos charges professionnelles et après paiement de tous vos impôts, il vous reste encore 2 200 € net pour pouvoir faire bénéficier du regroupement familial à votre famille. Je reviens maintenant sur les critères de Bruxelles. Donc Bruxelles, ils ont un autre critère. Ils veulent que vous ayez atteint 50% minimum, soit du chiffre d'affaires pour la première année, soit des investissements que vous avez annoncés, soit en création d'emplois. Donc, comme je vous disais, ce plan financier, c'est, comme je dis toujours à nos clients, il faut qu'il soit suffisamment sexy pour qu'ils aient envie de se dire, OK, il y a un intérêt économique, on va leur donner une chance, mais il faut quand même qu'il soit suffisamment réaliste pour que vous puissiez atteindre les objectifs ou au moins 50% des objectifs que vous avez annoncés. Donc, si vous dites, on va créer 10 emplois et que vous en créez 3, ben c'est moins de 50%. Donc, vous en aurez créé 3 et c'est déjà bien, mais ce n'est pas assez parce que vous avez annoncé 10 et qu'ils vous ont donné la carte parce que vous avez annoncé 10. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Levez la main si c'est clair, comme ça je sais. Voilà. Et s'il y a des questions, vous les mettez dans le chat. Hein. Et donc, si les critères ne sont pas rencontrés, donc si vous les rencontrez, ben ça c'est top et il y a peu de chances qu'ils vous disent non. Si les critères ne sont pas rencontrés, vous allez avoir alors une appréciation qui sera faite par le fonctionnaire délégué. Et là, il faudra le justifier, d'où l'importance, comme Maître Palsterman en parlait tout à l'heure, de toujours accompagner vos dossiers, que ce soit la première demande ou que ce soit le renouvellement, d'un courrier justificatif. Soit j'ai atteint mes objectifs grâce à, et voilà ce que je vais faire dans 1 an, dans 2 ans, soit j'ai pas pu les atteindre, mais voilà les explications. OK? C'est bon pour tout le monde? Top. Donc, maintenant, on va voir les conditions de renouvellement en Flandre assez rapidement. Donc là, c'est assez clair, c'est valeur, donc on ne les a pas détaillées, d'accord? Elles sont un peu plus détaillées dans le décret, mais en gros, c'est offrir une valeur ajoutée innovante, qu'elle soit économique, donc ça, c'est important aussi. La valeur, elle n'est pas que économique. Elle peut être culturelle, elle peut être artistique, elle peut être sportive. Pour la Flandre, on n'a pas le temps aujourd'hui d'en parler, mais ils ont mis d'autres sous-critères. Pour la valeur économique, par exemple, on a des conditions qui expliquent comment on définit la valeur économique. Il y a notamment une condition d'investissement minimum à faire en capital. Il y a des conditions de création d'emplois, etc. Donc, chaque critère est défini de manière très, très spécifique. Il faut de nouveau être économiquement viable. Ça, c'est au niveau de la société. Il ne faut pas exercer d'impact négatif sur l'économie du marché et de l'emploi, d'accord? Pas de menace pour leur public, donc ils checkent tout, hein, ils checkent tout dans le chef à la fois de la société, mais aussi du demandeur. Évidemment, le respect des obligations fiscales, etc. Ça, la Flandre l'a mis dans son décret, mais ça vaut clairement dans toutes les régions. Ce qu'on a d'autre, c'est, alors, il y a une qualification minimale approuvée dans votre chef qui est un niveau 4. Sur la Flandre, le niveau 4, c'est pas un niveau non plus très, très élevé, mais ça correspond de mémoire au niveau secondaire quand même supérieur. Alors, on a parlé de la menace pour leur public, on a parlé des obligations fiscales. Alors, il y a les obligations légales et réglementaires. Donc ça, c'est typiquement dans le cadre de l'exercice d'une profession réglementée. Et en Flandre, ils ont spécifiquement ajouté cette condition de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers qui sont les mêmes que pour le regroupement familial. Donc, même s'il n'y a pas de regroupement familial, vous devez quand même avoir cette condition de revenu qui est imposée par la Flandre. D'accord? Ça, c'est clair pour tout le monde aussi? Ouais, top. Alors, on va vous faire passer, on va tout doucement clôturer. On va juste vous faire passer à l'écran quelques témoignages de clients qu'on a accompagnés dans ces démarches, notamment des clients qui avaient des cartes professionnelles. Souvent, quand ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils sont déjà très, très limites. Hein. C'est souvent des renouvellements, des dossiers qui sont compliqués. Et voilà, il s'avère que comme on les a conseillés de la même manière que nous l'avons fait aujourd'hui, on leur fait exactement les mêmes recommandations que celles qu'on vous fait. Et là où ils étaient partis sur des dossiers qui étaient peut-être un peu trop légers, où ils n'étaient pas assez conscients des critères, on a pu rectifier le tir et finalement leur obtenir la carte professionnelle. Donc, pour clôturer et avant de répondre à vos questions, nous sommes là pour vous aider. Je vous disais tout à l'heure à quel point c'est important de vous faire accompagner dans ce projet. S'il y a bien une matière en droit de l'immigration qui nécessite un accompagnement par des professionnels, c'est la carte professionnelle. Donc, nous, on a une manière très particulière de travailler. On a une méthode parce qu'on veut s'assurer que chaque client qui va venir nous voir va justement avoir qu'on va pouvoir lui amener une valeur ajoutée. Donc, la première étape, c'est la première consultation. Donc, on va vous demander de compléter un questionnaire. Ce questionnaire va nous permettre déjà de définir
pour quel type de procédure vous venez nous consulter. À ce moment-là, l'avocate qui sera désignée va déjà préparer la consultation avant même de vous recevoir. Quand c'est des cartes professionnelles, souvent on pose un certain nombre de questions par mail pour déjà pouvoir clarifier, faire quelques recherches, etc. Quand vous arrivez à la consultation, on a une vision très très claire. On discute, on vous explique comment ça se passe, on vous fait des recommandations à la fin de cette consultation. Vous allez recevoir une note de notre part avec déjà les premières recommandations qu'on va vous faire pour pouvoir avancer. Si on pense que voilà, vous êtes déjà assez abouti dans la réflexion de la carte professionnelle et qu'il y a des chances, on va vous inviter justement à faire tout ce qu'on vous a expliqué auparavant, c'est-à-dire rédiger le business plan, aller voir le comptable, faire le plan financier, voir s'il y a déjà des clients qui seraient potentiellement intéressés ou des fournisseurs, et donc déjà collecter un certain nombre de documents. Vous allez ouvrir un dossier avec nous, on va vous fournir une liste beaucoup plus complète que celle que vous allez trouver sur les sites officiels pour justement commencer à constituer le dossier. Et puis, on va vous accompagner tout au long. Donc, on va vérifier vos documents, on va vous faire des recommandations. Si le comptable veut se mettre en contact avec nous, nous, on adore travailler en collaboration avec les comptables parce que ça permet vraiment de construire un dossier solide et réaliste dès le début. On va répondre à toutes vos questions, on va aussi vous mettre en relation. Donc, nous, on travaille avec des notaires, on travaille avec des comptables, donc on peut vraiment vous aider et vous proposer finalement un accompagnement qui est très, très complet. On a aussi des confrères qui sont spécialisés en droit fiscal et en droit des sociétés, ce qui n'est pas notre cas. Et donc, l'idée, on appelle ça chez nous la phase préparatoire, parce qu'en fait, on ne veut pas aller trop vite et on veut s'assurer pendant cette phase que votre dossier a des chances très, très élevées de fonctionner. Pour nous, on doit être à 80%. Si on n'est pas à 80%, on va faire toutes les recommandations, on va mettre sur pause, on va dire, écoutez, peut-être essayer encore, trouver encore des contacts, etc. Si ça dure 6 mois, ça dure 6 mois, mais ce qu'on veut, c'est y aller quand on est sûr. Et puis, quand vous aurez vos documents, on va évidemment les vérifier. Comme je vous le disais, si on a un dossier qui est suffisamment solide et qui, selon nous, a 80% de chances de fonctionner, alors on va passer à l'étape 2, c'est la rédaction. Et ce fameux courrier motivé dont vous parlez tout à l'heure, c'est nous qui allons le rédiger. Donc, généralement, ils sont très, très longs parce qu'on passe tout en revue et on analyse tout. On parle chiffres, on parle intérêt, on parle, voilà, et on définit chaque critère. Si on trouve la jurisprudence, etc., on argumente. On vous soumet évidemment toujours pour validation. Et c'est nous qui nous occupons finalement de préparer ce dossier en faisant référence aux pièces, etc. On prépare tout, on prend contact avec le guichet d'entreprise. On vous aide à l'introduire. Une fois que le dossier est introduit, on vous parlait tout à l'heure de l'importance de faire un suivi optimal. Ça, c'est exactement ce que nous on fait. On travaille avec un logiciel et un système de workflow qui fait que régulièrement, on a des tâches qui vont se déclencher pour nous rappeler qu'on doit relancer votre dossier. Donc, on va envoyer des mails à la région qui commencent à nous connaître par cœur. On les harcèle parce qu'on veut des décisions rapides. Et donc, on fait ce suivi avec la région. S'il y a une demande d'information complémentaire, on va bien évidemment la fournir. Et puis, si la carte professionnelle est acceptée, à ce moment-là, l'étape numéro 2, on va soit faire la demande de changement de statut si la personne est en séjour légal et qu'elle doit soit renouveler, soit changer son séjour. On va l'accompagner aussi dans ce volet-là. Si c'est une demande de visa qui doit être introduite auprès de l'ambassade, on va aussi fournir toutes les recommandations qui sont nécessaires. Et donc, en fait, nous, c'est vraiment, on est partenaire de A à Z. On vous accompagne depuis la première étape où vous venez chez nous, vous ouvrez un dossier, on vous fournit les documents, jusqu'au moment où vous avez votre carte en main. Si on doit faire des recours, on les fait. Mais donc, nous sommes là pour vous aider. Donc, vous allez avoir à l'écran nos coordonnées qui s'affichent. Pour ceux qui ne les ont pas encore, donc vous n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, nous, à la première consultation, on est assez cash. Soit le dossier est bon, on continue. S'il ne l'est pas, on va aussi essayer de voir si on ne peut pas trouver d'autres solutions. Donc, on ne se limite pas. Si vous nous dites, je viens pour une carte pro et qu'on se rend compte que ce n'est pas la carte pro votre solution, on va poser des questions et on va voir si on n'a pas d'autres solutions. Souvent, on a des clients qui viennent voir pour une carte pro. Finalement, on se rend compte qu'on serait mieux de partir en permis unique parce que voilà, il y a la possibilité de le faire. Soit on se rend compte que ce qu'ils veulent, c'est une résidence en Belgique, mais pas nécessairement investir. Alors, on part vers un rentier. Donc, on est créative. Ça, c'est notre force, je pense. On ne se contente pas d'une seule procédure et on va toujours creuser pour voir quelles sont vos solutions et on va toujours être très transparente et vous envoyer des documents qui vous permettront ensuite d'avoir un compte-rendu écrit. Voilà. Donc, déjà, je voudrais remercier Maître Palsterman pour la clarté de son intervention et voilà, on travaille ensemble depuis 5 ans et c'est vraiment un grand bonheur et on est du coup toutes les deux à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Donc peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est prendre les questions qui sont dans le chat et on en traite chacune une. Qu'en penses-tu? Oui, je vais peut-être arrêter la présentation. Bonne idée.
Enfin, tu peux laisser, si personne veut le noter, oui, voilà, c'est très bien. Pour que je puisse voir les questions. Voilà. Bonjour, est-ce que la présentation nous sera envoyée ensuite, s'il vous plaît? Bonjour Christa, je pense qu'on va envoyer un, c'est prévu. Avec la présentation. Et alors, j'espère que le replay, j'ai vu qu'il s'était déclenché un petit peu tard. Au pire, vous aurez, voilà, il manquera les 10 ou 15 premières minutes. Au mieux, vous aurez tout, mais vous allez recevoir les deux et ce sera aussi sur notre chaîne YouTube, à laquelle je vous recommande vivement de vous abonner. Par rapport au business plan, donc ça, Maître Alabi y a déjà répondu. Donc, effectivement, ça dépend vraiment d'un dossier à l'autre. Idem, je trouve, pour les bonnes pratiques pour l'analyse du marché. Ça dépend tellement, mais justement, de l'activité projetée que c'est compliqué de faire une généralité par rapport à ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est pas mal, c'est que chaque région a son propre organisme. Donc, par exemple, Bruxelles, c'est Hub Brussels. Pour la Wallonie, je ne sais plus comment ça s'appelle, ou Alex, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais donc, ce que vous pouvez regarder, c'est, d'ailleurs, je pense qu'on les a mis sur notre site internet, dans l'onglet carte professionnelle, c'est regarder par région quel est finalement, il y a la chambre de commerce aussi, quel est l'organisme régional qui est compétent pour accompagner les entreprises. Et en fait, ces organismes-là font des recommandations, ils ont des études, parfois ils les publient. Par exemple, en Wallonie, ce qui est très demandé, c'est tout ce qui est évidemment tech, énergie renouvelable. À quoi je pensais d'autres? Ouais, donc tech, énergie renouvelable, IT, tout ce qui est innovation. Ils ont vraiment un pôle. La Wallonie, c'est là qu'il faut aller si vous avez un projet qui est plus un projet tech. Voilà, la Flandre, ils ont aussi, ils sont très portés aussi sur la tech. Eux, bon, bah, comme en plus, ils ont peur d'Anvers, vous voyez, donc c'est connaître aussi un petit peu la région dans laquelle vous allez vous installer, parce que chaque région en Belgique a ses propres particularités. Et c'est comprendre, du coup, quels sont les besoins, mais vous faire aider par ces organismes-là qui sont clairement là pour vous adresser des recommandations. Et puis, bon, bah, Google, il y a quand même pas mal d'infos aussi. Donc, voilà. Alors, la question suivante, c'est pour un associé dans une société déjà existante, combien de parts faut-il avoir? Je vais peut-être te laisser répondre. Moi, dans ce temps, j'aurais dit il n'y a pas d'exigence, je pense, minimale. Mais voilà, peut-être un peu plus qu'une. Alors, effectivement, il n'y a pas d'exigence minimale, ce n'est pas le nombre de parts en réalité qui va déterminer. Mais comme on le disait tout à l'heure, si votre employeur vous donne 10% parce qu'en fait, il ne veut pas payer les charges sociales et que en fait, vous allez être un faux indépendant et que surtout, vous n'amenez rien à la société, c'est ça le truc. Si vous donne 10% d'une société qui vaut des millions d'euros, 10% d'une société qui vaut 10 millions et si vous avez investi l'équivalent de 10% de 10 millions, ce n'est pas la même chose qu'une société, que 10% d'une société qui vaut 50 000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. 10% de combien? Est-ce que c'est 10% et est-ce que vous avez investi de l'argent? Est-ce que l'argent que vous avez investi a permis à la société de créer un emploi, de réaliser des investissements, d'ouvrir peut-être une succursale, un autre magasin qu'elle n'aurait pas pu faire sans cet argent en échange duquel vous avez reçu 10%? Donc, ce n'est pas le nombre de parts, vraiment. C'est plus à quoi vont correspondre ces parts et quel va être le rôle de l'associé et quelle est la plus-value de l'associé en échange de ses parts. C'est ça qui est vraiment important. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que c'est assez. Oui. Il y a quelqu'un qui a levé la main, je ne sais pas. Oui. C'est justement X qui avait posé la question, qui peut-être nous dit que c'est bien. Parfait. Voilà. Alors, donc, quel document est nécessaire pour demander le changement de statut de séjour? Donc ça, c'est vraiment une demande comme de renouvellement de séjour. Donc, dans les grandes lignes, l'identité, la preuve de la carte professionnelle, la preuve des revenus prospectés, le logement. Ça, je vous conseille à nouveau de prendre un petit rendez-vous pour qu'on puisse vous expliquer. Et par ailleurs, nous, on donne toujours les indications lorsqu'on obtient la carte professionnelle. On donne directement la liste des documents pour le changement de statut pour que la personne puisse préparer. En fait, on prépare même la demande de changement de statut avec le client. Alors, question suivante. Je souhaiterais savoir s'il est possible d'introduire une carte pro dans ces deux cas
Premier cas, procédure d'équivalence de diplôme obtenu à l'étranger qui est encore en cours en Belgique. Et deuxième cas, si le diplôme avec lequel on veut travailler sera obtenu au cours de la même année, mais pas encore obtenu avant l'introduction de la demande. Alors, en fait, je pense que ça dépend de la question de savoir si le diplôme est effectivement nécessaire pour l'activité projetée. Si, par exemple, vous avez déjà obtenu un bachelier, un master, et puis que vous avez un master complémentaire et que c'est ce master complémentaire pour lequel vous êtes en procédure d'équivalence, si votre master de base permet de demander la carte professionnelle, vous pouvez l'introduire et puis compléter. Par contre, si la procédure d'équivalence concerne un bachelier, par exemple, en gestion, et que vous avez besoin de ce bachelier de gestion pour pouvoir montrer vos compétences professionnelles, vos connaissances de gestion de base, là, effectivement, il faut attendre d'abord d'avoir la preuve des compétences de gestion avant de pouvoir introduire la demande de carte professionnelle. Je ne sais pas si tu veux compléter éventuellement cette réponse. Non, c'est une réponse qui est très complète. Ok, donc, ok. Il y a l'histoire des compétences de gestion de base et il y a accès à la profession réglementée. Voilà, c'est ces deux aspects qui vont faire que votre diplôme aura ou non un impact. Super. Alors, dans le cas d'un jeune homme disposant d'un titre de séjour valable pendant 1 an, en tant que chercheur d'emploi, est-il possible d'exercer d'abord sous statut d'indépendant, donc 2 ou 3 mois avant de créer une société, afin d'éviter des frais de création d'entreprise? Alors, en fait, lorsque vous êtes sous carte de séjour comme chercheur d'emploi, vous avez un accès illimité au marché du travail en tant qu'employé, mais vous êtes obligé de demander une carte professionnelle avant de pouvoir commencer. Par contre, vous n'êtes pas obligé de créer une société, vous pourriez commencer comme indépendant personne physique et demander une carte professionnelle comme indépendant personne physique. Et puis, si vous voyez que les activités se déroulent bien, que votre chiffre d'affaires augmente, alors à ce moment-là, envisagez la création d'une société et puis faire une modification de votre carte professionnelle sur base d'une société. Sauf erreur de ma part, je ne sais pas si... C'est top, et ça me fait penser du coup qu'il y a 2 choses importantes qu'on n'a pas encore clarifiées. La première, c'est qu'effectivement, quand on parle d'être indépendant, on peut être en personne physique comme on peut être en société. Les règles, nous on a constaté dans la pratique que quand on est en personne physique, les exigences des régions sont quand même beaucoup moins élevées que quand vous êtes en société. Parce que quand vous mettez en société, l'idée c'est que vous allez construire quand même quelque chose de grand qui va générer un certain niveau de chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que nous on conseille, évidemment tout dépend du projet. Si déjà à la base vous allez créer un restaurant, vous allez créer de l'emploi, que vous allez mettre beaucoup de moyens, bien sûr vous constituez une société. Mais tout ce qui est plutôt offre de services, je dirais, ça peut être intéressant de d'abord commencer par indépendant, en personne physique, je veux dire, pour éviter, les frais de constitution d'une société, mais 2, pour éviter que la région ait des attentes par rapport à cette activité qui soient énormes. Et généralement, quand un comptable conseille de passer en société, c'est aussi parce que les revenus que vous générez sont taxés à 50% quand vous êtes en personne physique, sont taxés à 21% quand vous êtes en société, et puis vous pouvez faire passer des frais par la société que vous ne pouvez pas faire passer. Donc souvent, c'est aussi un avantage fiscal. Donc ne vous précipitez pas à créer une société pour avoir une carte professionnelle, ce n'est pas obligatoire. Si, en fonction du type d'activité que vous allez exercer, vous êtes plutôt sur une offre de service de consultant IT ou autre, commencez petit, entre guillemets. Commencez en personne physique, ce sera déjà beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et par contre, ça m'amène au deuxième point dont on ne vous a pas parlé, c'est que quand vous demandez une carte professionnelle, vous devez être très précis sur ce que vous demandez. Par exemple, pour les médecins, s'ils demandent une carte professionnelle en disant « je veux travailler pour tel hôpital », le risque, c'est qu'on vous limite sur la carte professionnelle à cet hôpital-là et que vous ne pourrez pas aller travailler pour un autre hôpital dans une autre région. Donc ça, c'est aussi quelque chose de super important, c'est que la carte professionnelle, c'est un peu comme le permis unique qui est attaché à l'employeur. La carte professionnelle, elle est déjà attachée à la région. Donc si on vous donne en tant que médecin, je reprends cet exemple, une carte professionnelle pour travailler pour tel et tel hôpital dans telle région ou pour votre cabinet dans telle région, mais que vous voulez ensuite travailler pour un autre cabinet ou un autre hôpital sur Bruxelles, vous devrez demander une deuxième carte professionnelle sur Bruxelles. Donc ça, c'est super important de le comprendre. 2, si on vous donne une carte professionnelle en personne physique et qu'ensuite vous créez une société, vous devez en fait, avant de créer la société, demander la carte professionnelle parce que sinon, on va vous sanctionner d'avoir même ouvert la société. Donc maintenant, ils sont devenus plus difficiles parce que beaucoup de gens faisaient l'erreur d'ouvrir une société et puis de demander la carte pro ou même de ne pas la demander du tout. Donc déjà, si vous exercez en société alors que vous l'avez eu en personne physique, c'est illégal. Et
autre aspect important, ne constituez jamais une société, en tout cas tout seul. S'il y a d'autres actionnaires qui n'ont pas besoin de carte pro, ils font ce qu'ils veulent, mais vous ne pouvez en aucun cas ni ouvrir une société, ni devenir administrateur d'une autre société, tant que vous n'avez pas obtenu carte professionnelle. Sinon, c'est un motif, en tout cas sur Bruxelles, d'irrecevabilité. Donc, votre dossier, il est mort avant même de commencer parce que vous étiez déjà associé ou que vous avez créé votre société. Donc, ça, c'est vraiment un conseil à 1 million d'euros. Voilà. Super. Alors, question suivante. Selon votre expérience, quels sont les organismes sociaux qui peuvent aider à l'élaboration d'un business plan et plan financier? Exemple, 18-19, Crédal, Microstart. Alors, moi, sauf erreur de ma part, non, on ne travaille pas tellement avec des organismes sociaux. Comme Maître Labille l'a expliqué, on est plus avec des comptables, des notaires d'entreprise privée avec qui on a eu l'habitude de collaborer. Donc, moi, je ne pourrais pas m'avancer par rapport à des organismes plus sociaux. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'il soit très spécialisé là-dedans, mais je ne sais pas très bien. Il y a le 18-19, c'est vrai. Et alors, je sais que la plupart des guichets d'entreprise proposent aussi ce type d'accompagnement, qui généralement est payant, mais ils le proposent. Donc déjà, ils proposent eux-mêmes un modèle et puis vous pouvez demander qu'un conseiller vous aide un peu à le challenger. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc l'idée, c'est si de toute façon, vous avez déjà décidé vers quel guichet d'entreprise vous avez envie auprès de quel guichet d'entreprise vous voulez vous affilier, eh bien, l'idée, c'est de leur poser la question. Je sais que l'UCM le propose, Partena le propose, enfin voilà. Securex aussi, certainement, SD Works aussi, enfin voilà. Ça répond à la question. Donc, Sarah Broudrari a précisé, donc quand vous dites statut indépendant pendant 3 mois ou 2 mois sans demander une carte professionnelle, donc juste pour bien clarifier, c'est obligatoire d'avoir une carte professionnelle lorsqu'on est sous carte A, donc par exemple en recherche d'emploi. Alors ensuite, dans le cas de l'ouverture d'une succursale étrangère en Belgique, est-il possible pour une étudiante d'en être responsable si je suis actionnaire dans la société? Mais donc, à nouveau, si vous êtes actif, donc associé active dans la société, vous avez besoin d'une carte professionnelle, même à titre complémentaire. Donc, ça, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé. On a la carte professionnelle qui est à titre principal, donc pour exercer à titre principal une activité d'indépendant. Mais on a aussi la possibilité d'une carte professionnelle à titre complémentaire, d'une activité, par exemple, de student ou en permis unique, qui permet de commencer une activité indépendante, alors à ce moment-là en personne physique ou éventuellement pour une durée plus courte et voir un petit peu comment la société peut développer. Par contre, vous pouvez être, actionnaire passif, donc simplement être détenteur de parts et ne pas demander une carte professionnelle parce que vous n'avez pas d'activité indépendante en tant que telle. Vous avez juste investi dans une société, vous êtes détenteur de parts passives et donc là, il n'y a pas besoin de carte professionnelle. Est-ce que tu veux compléter éventuellement Oui, même chose, on n'a pas parlé non plus de l'activité à titre accessoire, donc soit ça peut être le cas des étudiants. Et donc là, dans ce cas-là, les régions généralement acceptent de délivrer plus facilement des cartes professionnelles aux étudiants, mais attention à une chose, c'est que cette carte professionnelle, elle est toujours conditionnée par la poursuite des études. Et on a eu quand même des dossiers où, malgré le fait que c'était des étudiants, la région a quand même été vérifiée aussi l'intérêt économique. C'est juste qu'ils sont plus souples parce que c'est un étudiant et que ce n'est pas une activité principale. Et donc, pour les étudiants qui veulent exercer à titre, nous, ce qu'on fait quand on a des clients qui viennent nous voir, qui sont étudiants, qui ont il y en a, ils en veulent, quoi. C'est des businessmen en puissance, ils n'ont pas encore obtenu leur diplôme. Donc, ce qu'on leur dit, et ça, c'est une bonne stratégie, c'est vous demander la carte professionnelle durant vos études parce qu'on sait qu'elle est plus facile à obtenir. Toujours, évidemment, respecter le fait que votre travail est accessoire à vos études et donc ça ne peut pas empiéter, sinon vous risquez de perdre le séjour étudiant, ce qui ne fera pas votre affaire. Mais si pendant 1 an, 2 ans d'études, vous avez cette activité, elle est bénéficiaire, vous prouvez vraiment qu'il y a une progression et qu'elle est prometteuse, c'est sûr que pour changer de statut ensuite vers une carte pro à titre principal, ce sera beaucoup plus simple parce que vous aurez déjà fait vos preuves et que la région aura confiance. Autre aspect dont on n'a pas parlé, qui est aussi les cartes professionnelles à titre accessoire, c'est pour les travailleurs salariés qui, à un moment donné, ont une possibilité de développer aussi, en complément de leur activité salariée, une activité indépendante à titre accessoire. Et donc, dans ce cas-là, ils peuvent aussi demander une carte professionnelle. Ce que la région va vérifier, c'est évidemment s'il n'y a pas d'incompatibilité, s'il y a bien un intérêt économique, etc. Donc, la procédure de délivrance est aussi un peu plus simple, vu que ce n'est pas une activité accessoire. On va dire qu'ils sont un tout petit peu moins exigeants, mais ils restent néanmoins exigeants sur la condition de prouver la valeur ajoutée et l'intérêt économique pour la région.
Parfait. Tout le monde? Top. Alors, je suis un peu perdue. Voilà. Ah voilà. Donc je voudrais savoir, dans le cas d'une personne donc, sans papier avec un bac+2, diplôme technicien, technicien spécialisé et plus de 10 ans d'expérience, donc il n'y a pas la fin, mais je présume c'est pour savoir si il est possible d'introduire une demande de carte professionnelle. Donc la première chose, c'est comme on vous l'a expliqué, il faut absolument avoir un titre de séjour légal en Belgique pour pouvoir introduire la demande de carte professionnelle depuis la Belgique. Si ce n'est pas le cas, alors il faut de toute façon prévoir un retour au pays d'origine pour pouvoir introduire la demande. Par ailleurs, le fait d'être technicien avec de l'expérience, mais donc à nouveau, il faudra voir quel type de service vous allez proposer et dans quelle région, voir la faisabilité du projet, faire une analyse du marché de l'emploi, vérifier si vous avez toutes les compétences aussi requises d'un point de vue accès à la profession si c'est nécessaire, avant d'envisager la demande de carte professionnelle. Donc, je vous invite vraiment à, si vous le souhaitez, voilà, fixer un rendez-vous de consultation pour qu'on analyse le tout. Et généralement, quand on a des possibilités aussi de travail sur base de qualification, notamment dans des secteurs en pénurie, on envisage aussi plutôt un permis de travail, donc un permis unique, mais qui impose également le retour au pays d'origine pour que l'employeur puisse introduire la demande de permis unique. Ça, dans tous les cas, c'est un prérequis obligatoire d'être en séjour légal ou d'introduire depuis son pays d'origine ou un pays de résidence légale. Ça, c'est sûr et certain. Oui, exactement. Donc là, il faudra évidemment réfléchir parce que le retour, il sera inévitable et on ne pourra pas introduire la demande tant qu'il n'y a pas eu ce retour dans le pays d'origine, quoi. Que ce soit en carte professionnelle ou que ce soit en permis unique. Mais maintenant, effectivement, comme Maître Palstormal nous disait, technicien spécialisé, il y a quelques régions, enfin, il y en a 3, mais je veux dire, il y a des régions dans lesquelles c'est clairement, il faut voir quelle est la spécialité, mais c'est clairement en pénurie. Et donc, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de vous orienter plutôt vers un employeur qui serait intéressé par votre profil et qui, évidemment, ne verra pas ça comme un obstacle de devoir attendre que vous repartiez, demander le permis unique, etc. Exactement. Et alors, la dernière question, donc c'est avec plaisir que je suis la présentation, avec plaisir également. Et donc, j'ai la carte de séjour illimitée. Est-ce qu'il y a des possibilités d'accompagnement pour obtenir une carte professionnelle? Alors, si c'est une carte de séjour illimitée de type résidence longue durée, carte B, carte C, L, etc., là, il y a une dispense de carte professionnelle. Donc, on l'a dit au tout début de la présentation, les personnes qui sont concernées par la demande de carte professionnelle, c'est bien les personnes qui sont sous carte de séjour temporaire, les étudiants, les travailleurs sous permis unique, etc., qui sont généralement sous carte A et qui doivent demander l'autorisation d'exercer une activité professionnelle comme indépendant. Et donc, si vous avez déjà un séjour illimité, il n'est pas nécessaire de faire une demande de carte professionnelle. Donc, tout dépend du statut de séjour dans lequel vous êtes actuellement, en fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, on va pouvoir clôturer dans les temps. Chaoudi. Bonjour, Maître Alabi. Et vous? Vous allez bien? Top. Et vous? Parfait. Donc, je voulais d'abord vous remercier pour ce que vous faites. Voilà, j'ai assisté à 2 reprises à vos master class. Et franchement, c'est un travail très instructif et très positif. Au niveau de la communication, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas assez de monde au niveau de la communication. Ça, je suis étonné. Je peux faire la publicité auprès voilà, de mes clients. Ça, c'est la première chose. Donc, je suis étonné de voir peu de monde. Normalement, il doit y avoir une centaine minimum. Voilà. Je suis d'accord avec vous. On avait 50 inscrits. Donc, peut-être faire un effort dans ce sens. Voilà. Des budgets. Deuxièmement, je voulais vous remercier aussi parce que vous avez eu le dossier de mon fils à l'époque. Ça fait déjà, je crois, 5 ans de là. Le petit Mehdi, ben, il est dentiste à Erasme maintenant. Et là, il est établi avec une société, voilà, en tant que dentiste, chirurgien du sang. Voilà. De mon côté, je suis de retour en Belgique depuis 6 mois. Voilà. Et je suis actuellement à mi-temps dans l'enseignement.
Et je voulais, voilà, m'établir en tant qu'indépendant au niveau de la traduction. Je suis traducteur juré. Et c'est très ambigu dans ma situation puisque déjà les traducteurs, ils sont pas, je dirais, ils sont encore, comment dirais-je, en exercice temporaire. C'est pas permanent. C'est la nouvelle loi qui va décider dans un. D'ailleurs, j'attends la réponse de la commission dans un mois. Et ma question, est-ce que c'est possible cette fois-ci de faire le choix d'aller vers traducteur en indépendant principal et laisser tomber l'enseignement, puisque dans l'enseignement, j'arrive pas à voir avec les préfets, les directeurs, il n'y a pas possibilité d'avoir un contrat d'un an. Les préfets, ils ont le droit d'embaucher, mais rapidement pour avoir un prof le lendemain. Donc, faire une demande de 3 mois à la région, ce n'est pas applicable et je l'ai compris, ça fait déjà longtemps puisque j'ai déjà travaillé pendant des années ici. Et là, cette année, je suis là à mi-temps pour pouvoir travailler en indépendant complémentaire. Mais je réfléchis à l'année prochaine, lors du changement de statut, puisque j'ai une carte d'un an. Donc, pour le changement de statut, est-ce que c'est un risque, voilà, de laisser tomber la fonction, ça veut dire d'enseignant, et de me lancer en tant que traducteur juré au niveau des revenus? Voilà, c'est ma question. Ok. Anne, tu veux C'est très, répondre? très complexe comme question. Mais bon, de prime abord, je pense que l'activité de traducteur juré est tout le temps nécessaire, donc peu importe les régions. Donc ça, je pense qu'au niveau de la démonstration d'un intérêt économique, je pense que vous y serez. Par contre, c'est vrai que comme on est déjà en février, le temps que vous prépariez votre dossier pour septembre, vous risquez d'être un tout petit peu juste, je pense. Donc, je pense que par sécurité, il serait peut-être préférable de quand même demander un renouvellement de séjour sur base de votre statut actuel, préparer en parallèle une demande de carte professionnelle comme indépendant personne physique pour commencer, en faisant justement l'analyse voilà, des besoins de la région, de démontrer vos compétences. Pour être traducteur juré, je présume qu'il faut pouvoir prêter serment, donc postuler aussi à ça pour accomplir ces formalités si ce n'est pas déjà fait. Et puis seulement introduire votre demande de carte professionnelle, peut-être à titre complémentaire au début, par exemple, et puis passer à titre principal lorsque vous verrez que votre activité d'indépendant se développe suffisamment bien. Voilà, moi, c'est le conseil de prime abord que je donnerais. Est-ce que Maître Labi a quelque chose à ajouter éventuellement? C'est ce que j'allais faire puisque ce matin, j'ai été au groupe S et c'est ce qu'il m'a conseillé de faire. Voilà. D'abord, indépendant complémentaire, puisque j'aurai un petit salaire de l'autre côté pour gérer mes frais, comme on dit. Et voilà, et je verrai comment ça va évoluer au niveau de la traduction. C'est ce que je pensais, voilà, faire. Merci. Oui, et alors peut-être pour compléter, pourquoi ne pas, c'est une proposition, hein, mais l'idée, on l'a vu, il suffit pas de dire je suis traducteur juré, on en a besoin. Il faut prouver que vous allez avoir des contrats. Donc, traducteur juré, c'est déjà top, et c'est très demandé, mais ça pourrait aussi être. Alors, je ne sais pas si vous faites que de la traduction, si vous faites de l'interprétariat aussi. Comment? J'ai pas entendu. C'est aussi de l'interprétariat ou c'est uniquement de la traduction? Non, les deux. Les deux, Je ok. suis assermenté pour les deux. Parce que ce qui peut être intéressant, c'est d'aller démarcher, par exemple, tous les gros bureaux qui ont, eux, déjà des traducteurs, qui sont aussi des traducteurs freelance, et voilà, qui auraient peut-être besoin de vos services pour pouvoir montrer qu'en fait, vous avez déjà des collaborations ponctuelles et que vous avez plusieurs pistes. Parce que si vous dépendez seulement d'une personne, le souci, c'est que… Voilà. Donc, J'en ai déjà deux. J'en ai déjà prévu deux. Et peut-être au-delà de ça, proposer vos services, pas nécessairement avec la notion de juré. Ça peut être simplement traducteur. Avec les particuliers. Avec les particuliers. Avocat, nous, en droit de l'immigration, on a très souvent, alors nous, on en a moins, ils sont accompagnés, etc. Mais moi, je pense à une collègue qui fait beaucoup de demandes d'asile. Et en fait, c'est ça son gros challenge, c'est de systématiquement devoir trouver des traducteurs qui sont dispo, etc. Donc, si vous arrivez à créer comme ça des partenariats où vous arrivez à mettre en place un système qui permet une certaine récurrence parce que vous proposez des tarifs qui sont compétitifs, que vous êtes disponible, que vous mettez en place un système où vous vous rendez disponible, je ne sais pas moi, tous les mercredis et jeudis pour être là. Ouais, j'essaie d'être créative parce que j'adore ça. Et dans cette direction et en fait d'élargir tout ce qui pourrait vous la clientèle pour pouvoir à un moment donné passer à titre principal. D'accord. Oui, j'ai pensé à tout ça, ça va.
Donc, Ils c'est étaient une bonne idée. Pardon. Donc, je vais partir sur la base de je reste enseignant, mi-temps, Voilà, et indépendant complémentaire, comme ce que j'ai fait à un certain moment en 2018. Et j'avais exactement. la carte professionnelle. Et le changement de statut, c'est pas pour cette année, c'est pour l'année prochaine. Quand vous avez assez de clients et que ça roule, vous switchez. Donc, c'est prématuré de le faire cette année. Ça veut dire fin de l'année. Non. Vous OK. risquez de tout perdre, c'est dommage. Donc, j'aurai ma carte, je renouvelle ma carte sur la base de ce que j'ai maintenant. Voilà, Encore. C'est parallèle. prudent. C'est plus prudent. Merci beaucoup. Oui, vous insistez Bon, aussi sur quand vous l'obtenez à titre accessoire, il faut ouais, ensuite demander à titre principal. avant de changer de d'accord. salaire. Vous D'accord. demandez, Merci beaucoup. donc avant de lâcher le contrat, vous devez ensuite d'abord leur demander la modification, attendre qu'ils vous l'octroient, et quand ils disent oui, vous pouvez le faire à titre principal, alors vous pouvez lâcher. Ça marche. On ne veut pas vous pousser à faire des bêtises. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Avec joie et merci pour tous vos gentils mots. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore des questions ou est-ce qu'on peut tout doucement clôturer? Oui, on vous écoute. Vous allez- Question. Et le micro, en bas à gauche. On vous reprend après, Monsieur Daoudi. Ok, d'accord. Bonjour, Bonjour. Madame Almastel, bonjour. Bonjour aux participants. Je suis très réjoui de vous suivre avec intérêt. Et bon, c'est moi qui avais tout de suite demandé concernant la carte de séjour illimitée. Je reviens pour savoir, pour être indépendant, est-ce qu'il y a d'autres modalités pour vraiment obtenir cette carte en tant que résident permanent? Je n'ai pas très bien compris. Donc, vous êtes pour le moment indépendant et vous voudriez avoir le séjour illimité, c'est ça? Non, je suis résident indépendant. Non, je suis résident permanent du moins. Vous avez une carte B ou une carte C? Une carte B. Ok. Et Et pour être indépendant, en quelque sorte. pourquoi souhaitez-vous le séjour permanent et par exemple pas la nationalité, qu'a priori vous pourriez peut-être demander si vous remplissez d'autres conditions? Pardon, je ne sais pas bien. Demander le séjour permanent, parce que là vous avez déjà le séjour illimité. Est-ce qu'il y a une raison pour vous de vouloir le séjour permanent plutôt que la nationalité, par exemple? Non, je voudrais dire comment pourrais-je faire pour être indépendant. Vous voulez être C'est ça, indépendant? Ok. ouais. Ben, Avec alors, la vous avez- carte, est-ce qu'il y a des modalités, des possibilités? Oui, oui, vous pouvez. Vous avez déjà de la clarté sur ce que vous voulez faire comme activité, etc. Oui, au niveau du commerce. Ok, alors vous devez vous rendre dans un guichet d'entreprise de votre choix, donc UCM, Partena, SD Works, peu importe. Ils vont vous demander, c'est au moins un diplôme équivalent au secondaire. Est-ce que vous en avez un? Oui. Et parfait, donc ça va permettre de prouver vos connaissances de gestion de base. Mhm. Et ensuite, vous allez devoir expliquer quelle est l'activité que vous souhaitez exercer pour qu'eux vérifient s'il y a des accès à la profession spécifique et si vous devez peut-être faire des diplômes ou des formations complémentaires. C'est pas tout le temps, hein. Et en fonction de ça, ils vont vous attribuer un numéro d'entreprise en personne physique, du coup. Et dès que vous avez ce numéro d'entreprise, ils vont vous envoyer une demande de paiement pour vous affilier à leur guichet. Enfin, ça, ils vont le faire avant de vous donner le numéro d'entreprise. Vous allez payer des petites taxes d'affiliation et autres. Vous allez payer votre premier trimestre de cotisation sociale. Et puis, vous pouvez directement commencer à travailler comme indépendant. Ok, merci. Vous êtes dispensé de carte professionnelle, donc Voilà. vous devez faire les formalités pour pouvoir commencer votre activité d'indépendant en personne physique ou en société, mais vous ne devez pas demander une autorisation spéciale à la région concernée. Exactement. Votre Sans micro. aucune formation, non? Sans aucune formation, si le secteur d'activité que vous souhaitez développer ne nécessite pas de formation particulière. D'accord. Ok, merci. C'est gentil, Voilà. madame. Bonne journée. Merci. Monsieur Daoudi, mais avec plaisir. Monsieur Daoudi, vous avez Merci. une question et puis on va clôturer après. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup de personnes dans le cadre de mon travail qui demandent un avocat, mais parfois c'est d'urgence. Ok. Et quand je leur donne voilà, le numéro de téléphone, voilà votre numéro de téléphone, ils disent qu'il faut un rendez-vous, etc. C'est un peu long. Et les gens, ils sont dans l'immédiat, ils sont stressés. Et ça, je ne sais pas leur répondre. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer aussi
une réponse rapide pour les personnes, pour les rassurer d'abord, et après, voilà, prendre en charge le dossier. Ça, c'est un souci Alors, que j'ai eu avec 3 personnes. merci pour ce feedback. Alors, le plus rapide normalement, c'est d'aller directement sur notre site, de compléter le questionnaire en expliquant la situation de la manière la plus complète. Mais on a vraiment mis des choses en place pour traiter directement. Donc, les questionnaires, s'ils sont complets, ils sont traités le jour même. Le rendez-vous est fixé le jour même. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on a des consultations tous les jours sauf le vendredi. Par contre, on doit limiter parce que les consultations, surtout pour les cartes pro, ça dure 45 minutes, 1 heure. Ça demande de l'énergie. Donc, nous, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Donc, on ne peut pas prendre. Moi, il y a des jours où je fais 5 ou 6 consultations, mais ça me prend toute ma journée. Et on a des jours fixes de consultation aussi. Et on a, donc, par exemple, tout ce qui est carte professionnelle, ça vient principalement avec moi parce que j'adore faire ça, que j'ai 23 ans d'expertise, etc. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte. Et c'est vrai qu'on a organisé le travail en interne de manière aussi à ne pas faire que des consultations, mais aussi à traiter correctement nos dossiers dans des délais qui sont des délais très courts. Donc, voilà. Mais pour répondre à votre question, est-ce que ces personnes-là, par exemple, on ne leur a pas répondu au téléphone, on ne leur a pas fixé de rendez-vous? Je ne m'en doute pas de votre qualité de travail, mais par rapport, les gens qui me contactent, ils n'ont pas la possibilité de remplir un formulaire, ils ne savent pas. Ah, Et j'ai constaté par hasard que les gens, voilà, ils sont perdus ou allés. Ouais. Moi, je ne peux pas remplir le questionnaire à leur place, sinon ça va me demander encore un travail en plus. Voilà. Mais Est-ce alors, qu'il y a moyen? ils n'arrivent pas à compléter parce qu'ils peuvent au moins mettre un nom, un prénom, une Ils ne date de savent naissance. pas. Ils ne savent pas. Ouais. Après, C'est pour ça c'est vrai qu'il vient chez moi pour traduire. très souvent, notre secrétariat aide aussi les personnes au téléphone et même parfois au cabinet. Donc ça, bon, on essaye de ne pas voilà, d'éviter parce que ça demande une surcharge de travail aussi pour notre secrétariat. Mais généralement, elles sont quand même très disponibles. Elles aident au téléphone, elles répondent au téléphone, elles rappellent les clients pour lesquels elles n'ont pas su décrocher. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a vraiment un travail de notre secrétariat qui est très, très important. Après, c'est vrai que, comme Maître Lavie l'a dit, la première étape vraiment pour nous, c'est le formulaire. Pourquoi aussi? Parce que, en fait, ce formulaire, il nous permet de vérifier s'il y a une opportunité de faire une consultation. On fait une première analyse juridique de la situation de la personne. Et si on se rend compte qu'à notre niveau, ce n'est pas nécessaire de fixer un rendez-vous parce qu'il n'y a pas de procédure à engager, on va informer le client par rapport à ça. Et on a même maintenant organisé des consultations juridiques avec une juriste dans le cas où on considère qu'il n'y a pas une procédure à engager, mais que la personne doit comprendre pourquoi est-ce que c'est le cas et quand même vérifier avec cette personne en discutant à l'oral si, voilà, en discutant, il arrive parfois qu'on se rend compte que finalement, il y a une procédure. Et donc là, je pense que vous avez eu le cas dernièrement où Maître Alabi a quand même pris en rendez-vous finalement une personne qui, de base, sur base du questionnaire, on pensait qu'il n'y avait rien à faire. Donc, peut-être leur expliquer à ces personnes que c'est vraiment important, ce questionnaire, c'est vraiment la première étape pour qu'on puisse vraiment travailler avec eux. Oui, Et aussi, vraiment c'est compliqué, qu'ils appellent au secrétariat durant les heures d'ouverture, qu'ils expliquent leurs difficultés et qu'ils voient avec nos collègues si éventuellement elles peuvent les aider à ce niveau-là. Sachant que par la suite, on va beaucoup aussi communiquer par mail, on va peut-être faire des appels, vidéos, etc. Donc, c'est peut-être important aussi de les responsabiliser, de voir voilà, dans quelle mesure ils peuvent être aidés par des proches, par exemple. Ouais, de mon côté, je suis au clair par rapport au travail avec vous. Mais les gens qui m'ont sollicité, voilà, je voulais vous poser cette question. C'est dans ce cadre. Ils ne savent pas comment faire. Voilà. Mais c'est gentil d'être. Mais c'est vrai qu'on a mis cette procédure en place. On est consciente que parfois, ça peut être un frein pour certaines personnes qui ne parlent pas bien français, etc. Mais c'est vrai aussi qu'on a une expertise dans certains domaines du droit que d'autres cabinets n'ont pas. Et à contrario, pour tout ce qui est régularisation humanitaire classique, c'est quelque chose qu'on ne fait plus tellement parce qu'on sait qu'il y a plein d'avocats qui le font, que souvent, ce sont des personnes qui sont plus précarisées, qui n'ont pas les moyens peut-être de payer nos honoraires. Donc, on les oriente naturellement vers des avocats qui vont le faire dans le cadre du Prodéo, etc. Nous, notre expertise, elle est vraiment sur certains domaines. Du coup, on ne prend pas n'importe qui parce qu'on ne veut pas que nos clients payent une consultation qui ne leur sert à rien. Du coup, ce questionnaire, il a vraiment été mis en place. Donc, ça peut être un frein, mais c'est pour leur délivrer plus de valeur. Donc, c'est ça qu'il faut leur expliquer aussi. C'est vraiment dans leur intérêt. On ne veut pas les faire venir et leur faire payer si on pense que par rapport à notre domaine d'expertise, on n'est pas les bons avocats. Donc, se fasse effectivement accompagner. Si vous êtes d'accord de les aider à traduire, c'est top. Comme disait Maître Balsorman, c'est vrai que Léna et Mona aussi, qui sont les deux personnes à notre secrétariat, elles sont top, elles sont super orientées clients. Et quand un client a des difficultés avec le questionnaire, elles téléphonent, elles l'aident à compléter. Voilà.
Vous êtes Donc, pertinente, maître Alabi. Rien à merci. dire. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Daoudi. Et on est toujours très ouvert au feedback et à ce qui nous permet de nous améliorer. Donc, on est vraiment très, très preneuse et c'est intéressant aussi de savoir tout ça. Donc, je vous remercie de nous le dire avec de bienveillance. Merci beaucoup. Voilà, eh bien, donc, on arrive tout doucement à la fin. Donc, comme on vous l'a dit, on va vous envoyer un petit mail avec le document de présentation et aussi le replay, version longue ou version raccourcie, ça, la technique nous le dira. Je voudrais déjà remercier Maître Palsterman d'avoir co-animé avec moi cette masterclass et puis vous remercier à tous pour votre présence, pour votre engagement, pour votre patience. Et on vous dit à très vite. Hein, nous, on continue à vous tenir informés. On adore faire ça. On adore vous donner de la valeur. Donc, vous aurez encore des newsletters. Il y aura encore des masterclass qui vont suivre tout au long de l'année. Et on va mettre un budget pub. Merci, Monsieur Daoudi, pour avoir ce nom parce que c'est dommage que tellement de gens manquent toutes ces informations si précieuses. Elles seront en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et donc, suivez-nous sur les réseaux. On est sur LinkedIn, on est sur Facebook, on est sur YouTube. Voilà. Et on vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée, un week-end. À bientôt. Merci encore. À bientôt. Merci beaucoup, maître. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.